Israël émerge de cette guerre comme la grande puissance du Proche-Orient. Et je pense que du point de vue des pays sunnites qui se sentent menacés par l'Iran, ils voient effectivement en Israël eh bien, le pays le plus apte à les protéger. C'est sûr que les États-Unis ont joué un rôle important et jouent un rôle important, mais du point de vue de l'Arabie saoudite, je pense que l'effet psychologique de la victoire d'Israël et du courage d'Israël va être important sur le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'avec vous, nous essayions de tirer un bilan à chaud de cette guerre des 12 jours, comme on l'appelle désormais, entre Israël et l'Iran. Alors, est-ce que pour vous, c'est un succès total, comme l'a dit hier Benjamin Netanyahou, ou alors une campagne que l'on aurait dû peut-être exploiter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la chute du régime iranien ? Je pense que c'est un succès et une décision historique dans l'histoire moderne d'Israël. Je pense que cette décision courageuse d'initier une opération militaire contre les centrales nucléaires iraniennes est une décision très importante et qui s'est soldée par une victoire sans précédent. Je pense que le succès est énorme. Alors, cela ne signifie pas évidemment que la menace militaire nucléaire iranienne a été complètement éliminée et malheureusement le régime des mollahs est toujours en place. Mais il faut être réaliste et bien comprendre qu'on ne peut pas tout obtenir avec des opérations militaires. Et puis Israël, comme on l'a vu hier, était restreint par les humeurs du président Trump. Israël n'aurait pas pu opérer sans l'accord du président Trump et le programme nucléaire iranien n'aurait pas pu être semi-détruit sans l'intervention américaine. Donc Israël ne peut pas ignorer et faire fi des exigences des États-Unis. Donc je pense que globalement, c'est un succès extraordinaire pour Israël. De votre expérience en relations internationales, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, l'opposition iranienne, celle en exil ou celle à l'intérieur du territoire iranien, a les moyens de se soulever, a les moyens de renverser le régime ou pas encore, ou c'est le régime qui va reprendre le dessus très rapidement ? Malheureusement, on voit bien que le régime des mollahs, dans sa cruauté, s'est engagé dans une politique de répression sans précédent. Évidemment que les Iraniens, j'imagine, dans leur majorité, veulent se débarrasser de cette théocratie qui a gaspillé des milliards de dollars pour un programme nucléaire et pour l'armement de milices à travers le Proche-Orient, au lieu de les investir dans le peuple iranien et dans ses infrastructures. Mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de soutien international. On se souvient que lorsque Khomeini lui-même avait renversé le Shah en 79, eh bien, il bénéficiait, malheureusement, il faut bien le dire, du soutien des puissances occidentales. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le président Trump lui-même a dit hier qu'il n'était pas intéressé dans un changement de régime. Donc je pense que oui, le régime des mollahs a été humilié et affaibli, mais malheureusement, il a prouvé déjà dans le passé sa capacité à survivre par des moyens de répression très cruels. Alors concrètement, une fois qu'on a atteint ce cessez-le-feu, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que sur le plan diplomatique, on ne risque pas, surtout après les propos tenus assez étonnants de Donald Trump hier, lorsqu'il a appris que les avions israéliens étaient en route vers Téhéran, est-ce qu'on ne peut pas envisager, on ne risque pas de se retrouver dans une relation, certes solide entre les Américains et Israël, mais une relation de dépendance qui fait que les Israéliens vont devoir satisfaire à certaines exigences de la part des Américains. Il y a là rien de nouveau. Cette relation de dépendance, elle existe depuis plus de 40 ans. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas tout de même qu'Israël a pris l'initiative, seul au début, de s'en prendre à l'Iran. Et je pense que le président américain respecte cela. Il a été impressionné non seulement par le courage d'Israël et du gouvernement israélien, mais également par les acquis extraordinaires de l'armée de l'air israélienne. Oui, Israël a une dépendance vis-à-vis des États-Unis, en tout cas sous la présidence de Donald Trump. Je pense qu'on peut compter sur un accord sur le fait qu'il n'est pas acceptable que les Iraniens reprennent leur programme nucléaire. Il faut effectivement lire avec beaucoup d'attention les intentions du président Trump. C'est quelqu'un qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas orthodoxe, on va dire. Mais en tout cas, je pense que sur la question spécifique du nucléaire iranien,
nous sommes littéralement sur la même page. Alors, est-ce que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui, après cette guerre, pour enclencher un processus de normalisation avec les pays du Golfe, élargir les accords d'Abraham, normalisation avec l'Arabie saoudite? Alors, Israël émerge de cette guerre comme la grande puissance du Proche-Orient. Et je pense que du point de vue des pays sunnites qui se sentent menacés par l'Iran, ils voient effectivement en Israël eh bien, le pays le plus apte à les protéger. C'est sûr que les États-Unis ont joué un rôle important et jouent un rôle important, mais du point de vue de l'Arabie saoudite, je pense que l'effet psychologique de la victoire d'Israël et du courage d'Israël va être important sur le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman. Alors après, il faudra voir en coulisses ce qu'il se passe entre lui, Trump et Israël sur les négociations d'une normalisation éventuelle. Mais oui, la victoire d'Israël, le pouvoir d'Israël dans la région, le fait qu'Israël est devenu la plus grande puissance de la région aura un effet psychologique certain sur les décisions futures de Mohammed bin Salman. Alors, Emmanuel, on vous a entendu depuis le début de la guerre soutenir Binyamin Netanyahou, ce qui n'était pas arrivé, on va dire, depuis longtemps. Est-ce que finalement, comment vous expliquez le fait que Binyamin Netanyahou, envers et contre tout, malgré les railleries, les moqueries, eh bien, est allé jusqu'au bout de sa démarche? Est-ce que c'était ça son projet de vie, son projet sa mission, on va dire, sacrée de permettre d'éradiquer, on va dire, la menace du nucléaire iranien? J'ai toujours essayé d'être factuel, aussi bien dans ma critique que dans mon soutien pour Netanyahou ou pour d'autres hommes politiques, d'ailleurs. Je l'ai critiqué dans le passé et je maintiens ma critique sur ce que j'avais considéré être un manque de réforme dans le domaine économique et dans le système judiciaire, dans une politique que je considérais être la mauvaise vis-à-vis du Hamas, qui a été confirmée avec le 7 octobre, et je doutais de sa volonté, de sa capacité de traduire ses paroles en actes avec l'Iran. Et j'avoue m'être trompé, et heureusement, et je suis heureux de m'être trompé, puisqu'il a fait preuve d'un courage extraordinaire, et je lui tire mon chapeau pour l'opération militaire en Iran, tout à fait. Et j'ai même écrit qu'il avait atteint son moment churchillien, parce que je pense qu'il a mené Israël à une victoire militaire et un changement géostratégique dans la région sans précédent, qui est tout à son honneur. Mais encore une fois, tout homme politique, tout homme en général, a ses défauts et ses qualités. Et comme je l'ai dit, j'ai toujours essayé, j'essaie toujours d'être factuel, aussi bien dans ma critique que dans mes compliments. Alors, si vous deviez lui murmurer à l'oreille un conseil concernant ce qui reste aujourd'hui de facto le dernier front d'Israël, la bande de Gaza, avec ce que l'on a vu malheureusement ce matin, la mort de 7 soldats israéliens, quel est le conseil que vous lui donneriez? D'arrêter, de trouver au plus vite une sorte d'agrément, d'accord qui pourrait mettre fin à ce conflit, quitte à même un retrait, même partiel, de l'armée israélienne de la bande de Gaza? Je pense, comme il le sait beaucoup mieux que moi, qu'avec le coup très dur qui a été porté à l'Iran, au régime, mais également à son pouvoir militaire, eh bien, tous les proxys, tous les alliés de l'Iran dans la région, dont le Hamas, aujourd'hui, sont en position de faiblesse. Alors, malheureusement, le régime iranien est toujours en place. Ça n'est pas l'effondrement de l'Union soviétique, mais évidemment que Israël, maintenant, a quasiment gagné cette guerre contre ce système iranien, cette pieuvre iranienne qui a été mis en place depuis plus de 4 décennies. Le Hamas n'a toujours pas été complètement défait et éliminé. La question est de savoir aujourd'hui pour Israël, est-ce que véritablement il est possible de complètement éliminer le Hamas et puis quel régime instaurer à sa place. Je pense que de mon estimation, si effectivement on peut arriver à un système ou une situation dans lequel le Hamas ne représente plus une menace militaire pour Israël, dans lequel nos otages, aussi bien vivants que malheureusement ceux qui ne le sont plus, peuvent revenir en Israël, de toute façon, le Hamas ne constituera pas une exception
dans ce réseau iranien dans la région, puisqu'on vit dans un modus vivendi avec tous les réseaux iraniens dans la région. C'est vrai vis-à-vis du Hezbollah, que nous avons des faits, mais qui existe toujours, et que nous continuons de bombarder ici et là lorsqu'ils violent le cessez-le-feu. Ça va être vrai avec l'Iran lui-même, ça va être vrai avec la Syrie. Donc, en ce sens, le Hamas n'est pas une exception. Nous n'avons pas complètement éliminé le Hezbollah, nous n'avons pas complètement éliminé le régime iranien, mais nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est beaucoup plus tolérable pour Israël, à savoir que le réseau iranien d'agression a été quasiment neutralisé. Et donc je pense que cela s'applique, cette logique s'applique également au Hamas. Après, le diable est dans les détails. Quand exactement peut-on arrêter la guerre à Gaza pour être sûr qu'un 7 octobre ne se reproduira jamais et pour s'assurer que nos otages soient libérés? Mais cette coopération que l'on a vue avec les Américains contre l'Iran et cette attente ou cette aspiration à une normalisation avec les pays du Golfe, est-ce que ça peut peut-être accélérer ce que l'on appelle l'après-Gaza, à savoir la création, on va dire, peut-être d'une force militaire qui se déploierait sur place avec on va dire, certains pays du Golfe, ou une solution qui pourrait être plus rapide, accélérée par justement le succès de la guerre avec l'Iran? Alors justement, quand on parle des pays du Golfe, de quel pays parle-t-on? Il y a des pays du Golfe avec lesquels nous sommes alliés, tels que les Émirats arabes unis et le Bahreïn, et puis il y a un pays du Golfe, le Qatar, qui s'appelle le Qatar, qui est un ennemi. Et donc, quels pays du Golfe vont se réimpliquer dans la bande de Gaza? C'est ça la question. On s'aperçoit que la capacité de pression du président Trump sur les alliés américains n'est pas aussi importante qu'on le pensait. C'est-à-dire que, par exemple, l'Égypte, avant tout l'Égypte, Al-Sisi refuse strictement d'ouvrir la frontière hermétique entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. Et le président Trump n'a pas réussi à le convaincre, ni le roi Abdallah d'ailleurs, d'intégrer une partie de la population gazaouite. Donc de toute façon, la question se posera, quel que soit le timing de la fin de la guerre à Gaza et ses conditions, du futur de la bande de Gaza et des pays qui seront impliqués dans la gestion future de ce territoire maudit. Et donc là-dessus, effectivement, il faudra travailler en coopération étroite avec les États-Unis, mais encore faut-il savoir quelle est la politique américaine, quels sont les plans américains pour Gaza et quels sont les véritables moyens de pression du président Trump sur les alliés américains dans la région. Eh bien, professeur Emmanuel Navod, merci beaucoup de nous avoir donné votre appréciation et aidé à décrypter, on va dire, ces lendemains de guerre entre Israël et l'Iran en particulier et les changements, on va dire, presque tectoniques que cela provoque dans le Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, hein, Emmanuel. À bientôt. À bientôt.